Bonjour, bienvenue au Centre européen du judaïsme et bienvenue chez nous au CGJ, Cercle de généalogie juive, et bienvenue surtout à Jean-Claude Cuppermin qui se tient à mes côtés. Vous le connaissez, il est directeur de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle dans le 16e, ainsi que des archives de la bibliothèque, donc des archives de la bibliothèque de l'Alliance, et il est également secrétaire général de la Commission française des archives juives. Il a écrit de nombreux articles, a écrit et coécrit des livres savants, par exemple sur des manuscrits hébreux ou sur le rabbin Zadok Khan, et il va nous parler ici des ressources de la bibliothèque de l'Alliance israélite, la généalogie, l'histoire et les archives. Donc, les archives et la généalogie juive, à la fois donc dans, je dirais, deux traditions, celle de l'histoire, c'est-à-dire de quelque chose de très scientifique, la démarche scientifique, les références, les sources, également la démarche de l'exégèse biblique, où on se réfère toujours à des sources et très précises. D'ailleurs, je me souviens, il y a bien longtemps, dans les locaux de l'ENIO, avoir entendu le regretté Emmanuel Lévinas commenter les commentaires des commentaires. Merci beaucoup Claire pour cet accueil. Merci à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer cet anniversaire. Donc je remercie évidemment en premier lieu Alain Netjar pour tout le travail qu'il a effectué pour mettre en place cette journée. Et je me souviens aussi de l'énergie qu'il avait déployée il y a quelques mois, il y a un an maintenant à peu près, pour le salon de la généalogie auquel j'avais également contribué pour l'Alliance. Donc tout ça pour vous dire et remercier d'ailleurs toutes les générations, j'en profite pour remercier toutes les générations d'adhérents et de militants du Cercle de généalogie juive, avec lesquels on a une longue histoire en tant que bibliothèque et archives de l'Alliance. Alors, je parle de la bibliothèque et des archives de l'Alliance, c'est un ensemble en fait. Beaucoup d'entre vous, là je suis heureux de voir énormément de visages familiers. On se connaît, le cercle existe depuis 40 ans, moi ça fait 35 ans que je suis à la bibliothèque de l'Alliance. Donc vous voyez, on avait de nombreuses opportunités de se croiser, de se rencontrer. On l'a fait beaucoup quand la bibliothèque se trouvait rue La Bruyère dans le 9e arrondissement. Il y a peut-être une certaine nostalgie de cette époque pour certains. Et la bibliothèque est aujourd'hui donc au 6 bis rue Michel-Ange dans le 16e arrondissement. Elle est toujours active, elle est toujours ouverte. Et certains d'entre vous le savent très bien. 40 ans, c'est un bel âge pour un individu, c'est la maturité, c'est la pleine activité, la maîtrise du corps et de l'esprit, une certaine autorité, une position sociale, tout cela est généralement assuré, établi, et on peut envisager l'avenir tout en étant encore capable d'innovation. Voilà, c'est tout le mal que je souhaite au Cercle de généalogie juive, et je ne vous garantis pas que je serai présent avec vous pour vos 50, 60, 70 et 80 ans, mais en tout cas, je suis sûr que je continuerai d'être proche de vos préoccupations. Beaucoup d'entre vous savent, et beaucoup pratiquent, si j'ose dire, encore aujourd'hui, la bibliothèque de l'Alliance, et je voudrais, je ne sais pas dans quel ordre je vais le faire, peut-être que j'y reviendrai un peu après. Il y a tout un historique, disons, de nos relations. Je voudrais introduire donc les idées de généalogie, histoire et archives. Alors, je n'ai pas du tout essayé de me prendre pour Emmanuel Lévinas, rassurez-vous. Et là, je ne serai pas du tout dans ce domaine, disons, dans l'ordre d'idées du rapport au texte, mais plutôt du rapport aux sources, bien sûr, c'est ça qui nous préoccupe. Je vais revenir un peu en arrière pour revoir avec vous ce qu'était la généalogie et la généalogie juive il y a 40 ans. Et je pense que c'est un univers totalement différent de ce que vous connaissez tous et toutes aujourd'hui. Il y a 40 ans, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On se demandait
enfin maintenant, aujourd'hui, on se demande comment certains d'entre vous et vos prédécesseurs ont pu faire des travaux généalogiques de grande qualité avec les moyens dont ils disposaient à l'époque. Puisque aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, vous avez des bases de données, vous avez Internet, vous avez des pages web, vous avez des moyens de communication planétaires et immédiats. Bon, vous vous souvenez certainement qu'avant, dans cet autre siècle, pour obtenir la copie d'un acte d'état civil, il fallait écrire, attendre une réponse qui ne venait pas toujours. Il fallait compter beaucoup sur la bonne volonté des personnels des archives municipales, départementales ou nationales. Parce qu'il faut quand même que je vous dise, ce qui n'est pas un secret, que vous avez peut-être ressenti vous-même, parce que pendant longtemps, pour l'archiviste, public ou privé, le généalogiste, c'était un peu l'ennemi. En tout cas, c'était la personne ennuyeuse, voilà, la personne qui, tout d'un coup, venait perturber le rapport privilégié entre le responsable des archives et l'historien sacralisé. Le généalogiste, il n'avait pas de statut, en tout cas un statut tout à fait différent, et à l'époque, je pense que vous l'avez beaucoup ressenti aussi, un statut donc un peu de outlaw, gêneur, un peu, voilà, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais pourquoi il vient nous demander tout ça, en fait? Du côté de l'archiviste, il faut quand même avouer, hein, et ça j'ai eu cette expérience même à la Bibliothèque de l'Alliance, que quand vous voyez débarquer quelqu'un passionné par son sujet, qui commence immédiatement à vous parler de la tante au 2e degré de son cousin dont il voudrait absolument avoir des traces de vie, et en déployant sur votre bureau un arbre de 2 mètres de long, vous êtes un peu démuni, souvent. Et ça, je pense que ça aussi, vous avez dû l'expérimenter et le vivre. Donc, je pense que depuis 40 ans, les choses se sont un peu améliorées. Et je pense qu'aussi, il y a eu une médiatisation du phénomène généalogique. Vous avez des émissions de télé, des magazines, etc., généraux, qui ont vraiment fait de la généalogie donc un sport français, hein, puisque je ne sais pas où en sont les derniers sondages, mais on était à plus de 40% de Français qui pratiquent la généalogie en général. Je pense que les choses, de ce point de vue-là, changent un peu. Moi, je passerai la bascule autour du bicentenaire de la Révolution française, 1989, et là, il y a une autre approche de l'histoire et de l'histoire citoyenne, et un nouvel intérêt des pouvoirs publics pour les archives. Et c'est à peu près à ce moment-là que de nouveaux bâtiments, là je parle des archives publiques, surtout municipales et départementales, qui sortent de terre. Et des très beaux bâtiments, très vastes, très lumineux, etc. Parce que l'administration a vu qu'il y avait une énorme demande, justement, de la part des généalogistes, et il fallait donc des lieux d'accueil pour permettre à tous ces chercheurs de venir consulter dans des salles de lecture mieux adaptées les documents. Et puis, voilà, ce qui s'est passé aussi très peu de temps après, c'est les bouleversements de la technologie, des technologies de l'information et de la numérisation, et le début de la mise en ligne des données. Et là aussi, les pouvoirs publics ont beaucoup travaillé, hein, dans les archives, encore une fois, nationales, départementales, un peu moins municipales, pour numériser leurs fonds et donner un accès à toutes ces informations. Mais le résultat, c'est que ça a vidé les salles de lecture, et qu'aujourd'hui, l'administration se plaint d'être à la tête d'un réseau de très grandes salles d'archives qui sont maintenant vides, parce que le public privilégié à cette époque-là ne s'y trouve plus. Donc vous voyez, c'est toujours très difficile de connecter les innovations et les besoins. Un autre aspect du changement aussi en 40 ans, un aspect sur lequel moi je suis moins bien placé pour parler, c'est aussi la place, l'introduction de la recherche génétique. Et ça, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose de très très important. Les tests ADN se répandent, se popularisent, permettant... Excusez-moi. Mais sont interdits en France. Alors oui, mais enfin ça n'empêche pas beaucoup de gens d'y contribuer, parce que sur Internet, vous êtes sollicité en permanence pour répondre à ce genre de questions.
je ne sais pas qui, et on ne dénoncera personne, pratique ce genre de choses aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment très répandu. Et donc, les gens beaucoup sont attirés par curiosité, par inquiétude parfois, vers ce que moi je considère, mais bon, c'est une discussion qui est ouverte, vers un fantasme des origines, comme si l'ADN, nos chromosomes pouvaient dire la vérité sur le parcours de nos familles, peut-être une partie de la vérité, mais en tout cas pas toute, c'est mon point de vue. Car oui, la généalogie, c'est tout de même en priorité, je crois, le désir de savoir d'où on vient, d'où on descend, de qui et d'où on descend. Comme si ce savoir pouvait garantir une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de son parcours contemporain. Alors, le parcours donc du généalogiste en France était tracé donc entre les sources locales, administratives, ecclésiastiques, qui fournissaient les éléments indispensables à l'établissement d'un arbre généalogique. Mais qu'en était-il pour les Français non catholiques? Qu'en était-il pour ceux qui ne pouvaient espérer trouver des informations dans les registres paroissiaux? Pour ceux qui n'étaient pas originaires d'une région française bien déterminée, mais d'un pays plus ou moins lointain? Pour ceux, longtemps les plus nombreux en France, dans la population juive, qui ne venaient pas d'un territoire sous statut de colonie ou de protectorat français. Ces difficultés particulières sont sans doute, et ça c'est vous qui pourrez me le dire, une des causes qui ont poussé au développement des associations spécialisées dans la généalogie juive, le Cercle étant le premier d'entre elles. Donc il y avait besoin de s'entraider pour mettre la main sur des sources souvent obscures, des sources dont l'existence n'était même pas avérée dans bien des cas. Car en effet, et là je vais faire un petit rappel historique qui vous apprendra peut-être pas grand-chose, mais il faut quand même resituer les choses. Donc avant la Révolution française, qui gardait les registres des mariages et des ketubot? Qui gardait les registres de circoncision rédigés par les mohalim, les péritomistes? À partir de 1808, donc la création des consistoires israélites par Napoléon, la situation regagne un peu de clarté. Mais comment s'assurer que les communautés aient réellement conservé ces documents précieux, avec tous les aléas de l'histoire? Et les familles soumises aux persécutions, aux expulsions, migrations de tout genre, pouvaient-elles facilement accéder à ces documents, si encore ils existaient? Donc, on le sait, donc, les sources donc, nécessaires à l'établissement d'une généalogie juive, en tout cas pour la France, dépendent de notre histoire, finalement. Et notre histoire, c'est, à partir de la Révolution française, donc une situation où, quand les Juifs deviennent citoyens français en 1791, on a 3 groupes de population présents en France. Donc, les plus nombreux sont les Juifs d'Alsace et de Lorraine, qui, eux, vont vivre également les affres de la défaite en 1871 et qui vont, pour beaucoup, choisir d'opter pour la France. Et chacun de ces événements va produire, finalement, une série de ressources et d'archives, de listes de noms, par exemple, qui vont devenir des outils de la généalogie juive. La situation de l'Alsace donc, est réglée par le Concordat, qui jusqu'à aujourd'hui soumet ce territoire à un rapport différent avec ces communautés religieuses. Ce sont des actes différents, et le statut même d'archives est différent, puisque en Alsace, par exemple, les archives des communautés juives sont facilement considérées comme des archives publiques, alors que ce n'est pas le cas ailleurs. Et les archives du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont plus ou moins facilement trouvables dans les archives départementales. Puisque la loi de séparation de 1905, elle intervient alors que l'Alsace est encore allemande, et la réintégration de la province à la mère patrie après la Première Guerre mondiale donc, laissera cette particularité juridique. L'autre région où se trouvaient les Juifs, ce sont les Juifs, ce qu'on appelle les Juifs du Pape, du comtat venessin, autour d'Avignon, des 4 communautés saintes, comme on les appelle, Avignon, Carpentras, Cavaillon, l'Île-sur-la-Sorgue, il y en a d'autres,
peine, etc., qui sont donc tolérés par les autorités ecclésiastiques après l'expulsion définitive du royaume de France au XVe siècle. Et ils ont aussi leurs sources particulières, des archives, en Avignon particulièrement, à la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras, par exemple, qui sont donc là aussi différentes des autres groupes. Et enfin, il y a, donc toujours à cette période de la Révolution, la présence de ce qu'on appelle les Juifs portugais, qu'on appelle plus généralement les séfarades, mais qui sont nommés ainsi après leur rentrée en France, après les expulsions de la péninsule ibérique en 1492 et 1497, et qui ont eux aussi encore un autre statut, parce qu'ils rentrent en France souvent comme catholiques. Souvent, ils ont une partie de leurs archives familiales qui sont dans le domaine de l'Église, et puis ils deviennent ou ils redeviennent juifs ensuite, et les statuts changent. Donc, ce retour à la religion, donc, qui prend plus ou moins de temps et qui suit une période plus ou moins longue de maranisme. Bon, le peuplement des Juifs de France, évidemment, va évoluer, ça, vous le savez tous, dans les siècles qui suivent. Donc, l'arrivée massive des immigrants de la Russie tsariste dans les années 1880, donc c'est l'énorme déplacement qui va peupler ceux qu'on connaît très bien, souvent les Juifs nord-américains, qui sont issus de pour une part de cette immigration-là, mais la même chose se passe à Paris, à Londres et dans beaucoup de villes d'Europe. Et puis, bon, il y a une nouvelle vague avec la Seconde Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, là aussi, il y a une nouvelle vague des nouveaux États créés après la chute des empires, donc à nouveau venant de l'Est de l'Europe, mais aussi, ne pas négliger, l'arrivée à ce moment-là, principalement de Juifs ottomans, de Juifs venant des régions balkaniques, principalement de Salonique, mais pas seulement. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, il y a les personnes déplacées, qui sont quand même assez nombreuses à se retrouver en France et à y faire souche. Et puis, il y a tous les pays du monde arabo-musulman qui, après la création de l'État d'Israël, chacun a des rythmes et avec des moyens différents et de manières différentes, vont laisser partir, faire partir, expulser, tout ça peut être vrai selon les cas et les endroits, leur population juive, qui vont donc se retrouver en France. Donc, avec toutes ces sources, évidemment, toutes ces origines historiques et géographiques différentes, voilà, ce rappel très bref de l'histoire de la population juive de France nous place, disons, dans la position de bien insister sur les complexités particulières des recherches généalogiques concernant les Israélites français. Donc on voit aussi par là que l'existence même de la recherche généalogique est très fortement tributaire du sort et de l'existence des archives. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre généalogie et archives. Et c'est un sujet qui est encore peu connu, et ce qui me permet d'introduire dans la discussion une institution que certains d'entre vous connaissent, dont certaines d'entre vous sont membres, mais qui n'est à mon avis pas assez connue et sur laquelle je voudrais mettre un point d'éclairage, c'est la Commission française des archives juives. Alors, on va faire un sondage. Qui a entendu parler de la Commission française des archives juives dans cette salle? Voilà, vous êtes minoritaire. Donc j'espère qu'après cette conférence, voilà, vous serez plus nombreux à connaître et à suivre cette action, donc, à laquelle je suis cher aussi, puisque dans ma présentation, vous avez dit que j'étais également un des dirigeants de cette société. Alors, c'est quoi la Commission française des archives juives? En 1965, donc là, un peu plus de 40 ans aussi, donc c'est quelques historiens et archivistes pionniers, dont certains noms vous sont peut-être connus. Je mettrai en avant Bernard Blumenkrantz, Gérard Naon, Georges Veil, Gilbert Cahen et quelques autres. Donc ils se réunissent pour... Alors la plupart d'entre eux, donc ils sont archivistes en poste, comme Gilbert Cahen et
Georges Weil, ou historien, Bernard Blumenkranz dirige une équipe du CNRS, Gallia Judaica, dédiée à l'histoire des Juifs en France. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils créent une association qui est destinée à préserver et à rendre accessible le patrimoine archivistique des Juifs en France. Parce que la situation, déjà, n'est pas très florissante. Dans l'expression « juif en France », il y a eu tout un débat et qui peut encore se poursuivre. Le mot problématique, c'est le « en » juif. Est-ce qu'on parle de juifs en France ou de juifs de France? Et on peut encore en discuter pendant des siècles et des siècles. Mais en tout cas, Bernard Blumenkranz, lui, était fortement en faveur du juif en France, c'est-à-dire des juifs présents pour une raison ou pour une autre sur le territoire national, alors qui peut s'étendre évidemment à la période coloniale, alors que les juifs de France, ça présupposait qu'ils étaient en provenance du territoire national. Donc, en gros, beaucoup de juifs en France deviennent des juifs de France, de génération en génération. Or, donc vous avez vu, excusez-moi, je vais boire un peu, poser ça, grâce à une magnifique gourde offerte par la Bibliothèque nationale d'Israël, voilà, avec qui nous travaillons. Merci. Excusez-moi. Voilà, donc on a vu que la situation archivistique pour toutes ces différentes populations était différente, et donc la CFAJ essaye de repérer les archives, elle fait des listes, elle fait des inventaires, elle sensibilise au niveau national et au niveau local les archivistes pour mettre en avant, repérer et développer l'accès à toutes les pièces qui peuvent avoir un intérêt pour les Juifs de France. Elle maintient donc une relation avec les autorités des archives en France, et elle n'est pas étrangère, par exemple, loin de là, à la rédaction d'un livre que beaucoup d'entre vous devez connaître. C'est le livre de référence qui est paru en 1990, dirigé par Gildas Bernard, Les familles juives en France, du XVIe siècle à 1815, un guide des recherches bibliographiques et généalogiques. Donc là, 1990, donc on arrive à un moment où il y a une prise de conscience impulsée par une société savante privée, une prise de conscience de l'État, de l'importance de mettre à la disposition des publics ce type de ressources. La CFAJ est également responsable, en collaboration avec les Archives nationales, d'une autre publication que je suppose, j'espère, est très prisée de vous tous, des généalogistes. Alors, majoritairement ceux originaires de l'Est de la France, hein. C'est le fameux dictionnaire biographique des rabbins, que vous devez tous avoir dans votre bibliothèque, j'espère, en tout cas qui est encore disponible si vous le souhaitez. Donc son nom complet, c'est Dictionnaire biographique des rabbins et autres ministres du culte israélite, voilà, de France et d'Algérie, du Grand Sanhédrin jusqu'à la loi de séparation de 1905. Voilà. Donc cet énorme ouvrage donc, a été dirigé par la regrettée Monique Lévy, qui a fait un travail phénoménal avec son mari et toute une équipe, et du côté des Archives nationales par Jean-Philippe Chaumont. Donc c'était une condition exceptionnelle, puisque une société privée et les Archives nationales publiques s'unissaient pour une publication commune. Voilà un rôle assez important de la CFAJ. Mais la CFAJ de nos jours, c'est surtout, elle est connue pour être la responsable de la publication de la revue Archives juives. Archives juives, revue d'histoire des Juifs de France, qui existe depuis les débuts, hein, depuis 1965, mais qui paraît sous forme de revue imprimée depuis 1994. Elle a été dirigée par André Caspi, par Catherine Nicot et aujourd'hui par Valérie Hassan. Donc, dans ce journal, la CFAJ s'efforce de donner accès à la recherche la plus originale sur cette histoire. Les numéros récents, par exemple, sur les intellectuels juifs, sur les essais d'égo-histoire proposés à des historiens du judaïsme qui s'expriment sur leur propre parcours, qui est très, très original, ou très récemment le numéro sur un sujet comme les juifs et le sport. Des sujets donc innovants, donc continuent à être publiés, et ça illustre cette volonté d'aborder des sujets encore neufs.
Et dans cette revue, vous allez aussi trouver, pratiquement à chaque livraison, donc cumuler plusieurs centaines de notices biographiques qui, là aussi, pourront vous intéresser sur toutes sortes de personnages, hommes, femmes et de toutes sortes de statuts qui ont joué un rôle dans la communauté juive en France. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous partagent cet amour de l'histoire des Juifs de France, et donc je vous encourage vraiment à reprendre contact avec moi pour rejoindre la CFAJ, adhérer à la CFAJ qui a besoin de nouveaux membres pour que sa revue, si appréciée, continue à être publiée régulièrement. Le trio généalogiste, historien, archiviste, et vous l'avez compris, indissociable, même si chacun d'entre eux joue un rôle différent. La bibliothèque de l'Alliance israélite est un carrefour où tous se rencontrent, et autant qu'une ressource que tous pourront utiliser. Et donc là, je vais pouvoir repartir un peu sur l'Alliance. Je ne vais pas vous faire l'histoire de l'Alliance israélite universelle, hein, que vous devez connaître. Bon, la plupart d'entre vous se souviennent que pendant longtemps, la bibliothèque de l'Alliance était installée dans ce magnifique hôtel particulier du 45 rue La Bruyère dans le 9e arrondissement. Et dans la vaste salle de lecture qui s'y est créée en 1989, se jouait toute une série de rencontres. Hein, et voilà, il y a tellement de visages familiers aujourd'hui devant moi. Une série de rencontres et de contacts toujours très productifs. Les échanges entre lecteurs ont souvent débouché sur des projets de recherche et la réalisation de projets éditoriaux. La synergie entre l'Alliance et le Cercle de généalogie juive est allée très loin, dans au moins 2 domaines. Tout d'abord, Claire Veil et Françoise Darmon ne me démentiront pas, il s'agit de rappeler que le centre de documents du Cercle de généalogie juive a été pendant de nombreuses années abrité au sein de la bibliothèque de l'Alliance. Donc on avait vraiment fait une convention d'utilité commune parce que c'était le lieu idéal, parce que c'était le lieu où tout le monde pouvait facilement se retrouver et puiser dans les ressources documentaires. Et c'est allé très loin, puisque nous, bibliothécaires très soucieux en général de l'accès et de la sécurité des documents, on autorisait nos collègues du Cercle à aller eux-mêmes chercher les documents dans les magasins où ils étaient stockés. Donc ça a vraiment très bien fonctionné. Enfin, nous, on en était très contents, puisque ça agrandissait notre offre documentaire et ça permettait à vos membres, à vous-mêmes, d'avoir facilement accès à une bibliothèque ouverte sur la longue durée. C'est évidemment beaucoup plus facile que d'avoir une armoire de documents ouverte seulement les jours de présence d'un tel ou d'un tel dans un secrétariat. Donc ça avait vraiment beaucoup d'avantages. Je me souviens, moi je voudrais citer la mémoire de M. Gainsburger, qui était beaucoup à l'origine de cet état de conservation, on va dire, et d'élargissement de ce fonds. Et bon, je sais qu'aujourd'hui, vous continuez, bien sûr, à enrichir un fonds documentaire, mais notre collaboration, alors, s'est étendue de manière beaucoup plus récente, depuis que la bibliothèque donc, a dû quitter l'hôtel de la rue La Bruyère, donc, dont l'Alliance s'est séparée, pour s'installer dans le bâtiment de l'ENIO, l'école normale israélite orientale, dans le 16e arrondissement. Et là, je voudrais rendre hommage à Philippe Danan, hein, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui a eu cette idée, avec qui on a beaucoup discuté, et qui a profité du fait que l'Alliance israélite était en train de numériser ses archives, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore terminé, mais on a beaucoup avancé dans la transformation en fichiers numériques de tous nos documents historiques. Et on s'est dit ensemble que voilà, ce qui manquait beaucoup dans la recherche historique, c'était des gens capables de se pencher sur nos archives pour en tirer, j'allais dire, la substantifique moelle généalogique. C'est-à-dire que dans nos archives, il y a des milliers de lettres, et dans ces lettres, on trouve des informations concernant des individus ou des familles. Mais ça n'apparaît pas dans les inventaires que nous faisons, parce que les inventaires sont à un niveau supérieur. On va dire, voilà, c'est le rapport de tel instituteur de Fès en 1912, mais on ne va pas définir le contenu. L'équipe qu'a mise en place Philippe Danan, et qui aujourd'hui est dirigée par Frédéric Boaziz, et que je salue tous les gens qui viennent régulièrement nous rendre visite tous les mardis matins, fait un travail extraordinaire en se plongeant
dans les archives. Donc, alors, ils ne voient pas de papier, hein, ils ne voient que les fichiers numériques, mais ils se retrouvent, et là encore, on a encore le phénomène de la bibliothèque lieu de rencontre, ils se retrouvent dans les locaux de la bibliothèque et ils travaillent ensemble pendant toute une matinée. Et on les entend discuter, on les entend beaucoup rigoler aussi, et on les entend voilà, analyser les documents. Et en fait, ils font beaucoup plus que créer des listes de noms qui vont reporter ensuite dans les bases de données du cercle. Ils découvrent la vie de ces instituteurs et de ces institutrices, leurs aventures souvent extraordinaires par rapport à la communauté, par leur rôle scolaire, par rapport à l'administration de l'Alliance, hein, qui n'était pas toujours facile, loin de là. Et donc nous l'équipe de la bibliothèque, on est très contents de les retrouver chaque semaine. Vraiment, on voit leur fidélité, leur enthousiasme. Et pour nous, ce programme est un excellent modèle de l'usage qui peut et doit être fait des ressources extraordinaires que possède l'Alliance. Alors là, maintenant, si je reviens un peu au titre de cette présentation, si le cercle de généalogie se penche sur les archives de l'Alliance, il faut donc comprendre ce que sont ces archives, les ressources qu'elles offrent et comment elles ont été constituées et comment les nouvelles technologies ont facilité leur exploitation. Rassurez-vous, je ne vais pas donc vous faire un récit complet et détaillé de l'histoire de cette magnifique institution qu'est l'Alliance, qui a joué un rôle majeur et un peu oublié aujourd'hui, je trouve, dans la constitution du judaïsme en France et dans le monde. Donc, vous savez qu'elle a été créée en 1860 par des jeunes Israélites français qui étaient à l'aise dans les habits d'un franco-judaïsme éclairé par les Lumières et la Révolution française. L'Alliance a joué un rôle politique, éducatif et intellectuel unique dans l'histoire des Juifs. L'Alliance est une histoire, mais je dirais encore plus, l'Alliance est une géographie. Alors là, je vais tenter une manœuvre informatique. Ici, si elle réussit, voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà, parfait. Donc vous voyez maintenant, nous avons changé de support et nous sommes sur la bibliothèque numérique de l'Alliance. Retenez vraiment bien ce nom, hein. Si vous tapez sur un moteur de recherche bibliothèque numérique Alliance, vous tomberez là. Il y a énormément de choses et il y a en particulier un de mes jeunes collègues, Amaury Toulouse, qui a créé cette cartographie de l'Alliance et ça fonctionne, bravo. Et là, ça vous donne une idée très nette, parce qu'on a souvent essayé de faire des cartes de l'Alliance, mais là, avec l'outil électronique, hein, c'est Google Maps, hein. Tout le monde peut faire ça à partir de Google Maps. Et donc là, il a eu la patience d'indiquer précisément tous les endroits où l'Alliance a créé une école. Et encore, la carte n'est certainement pas finie, on en trouvera d'autres liens. Et pour chacun, alors je vais ouvrir Jeddah, et pour chacun, vous avez l'accès à des photos, l'accès à une mini-histoire, l'accès à des différentes sources et l'accès à toutes les références d'archives dans nos archives historiques concernant ce lieu. Donc voilà, cet outil-là, cette cartographie-là, déjà pour vous, elle peut être très précieuse parce que, évidemment, vous avez remarqué que l'Est de la France est vide. Hein. L'Alliance n'a jamais créé d'école sur le territoire français, à part à Paris, et seulement depuis 1965. Mais pour toutes les autres origines, donc majoritairement l'Afrique du Nord, le Maroc, bien sûr, en particulier le Moyen-Orient et la zone balkanique, vous avez beaucoup de choses à découvrir grâce à cette cartographie. On va essayer de revenir. D'accord. Voilà. Alors, donc, les archives historiques donc, sont constituées donc, par des lettres et des rapports envoyés par tous les acteurs de l'Alliance vers son siège social parisien. Donc, il y a eu le mérite de les garder et l'Alliance a eu le mérite de les classer dans les années 1960 et de les exploiter depuis. Donc il y a au moins 2 millions de pièces qui ont été regroupées, classées, inventoriées au moment du centenaire de l'Alliance sous la direction de Georges Weil. Dans ces lettres, donc, on trouve l'expression de la vie des Juifs dans tous ces pays,
et au-delà, dans tous les pays que vous venez de voir. L'Alliance donc est dirigée par un comité central qui siège à Paris, avec lequel communiquent tous les comités locaux qui se sont ouverts depuis 1860. Et les dossiers de ces comités locaux contiennent de nombreux noms des adhérents et cotisants de l'Alliance, ainsi que souvent des listes de donateurs, dans les cas fréquents malheureusement, de souscriptions ouvertes pour financer le secours aux Juifs après des catastrophes, pogroms, violences, inondations, incendies, etc. Et donc, on trouve là ce que vous voyez, oui, alors, vous pouvez sans doute pas voir en détail, mais un exemple parmi des milliers, vous tombez dans les archives sur une liste des adhérents de la ville de Mogador en 1926, et vous avez donc toute une série ici de noms et de prénoms et la somme qu'ils ont versée. Donc c'est déjà une information pour vous. Si vous retrouvez un nom de famille qui vous est proche, vous savez qu'à telle date, il était présent à Mogador. Dans les archives, on trouve évidemment les éléments de la vie scolaire, la création et le développement de chaque école, des rapports d'activité, mais aussi des informations de première main sur tous les aspects de la vie juive, et une sorte de recherche ethnologique, je dirais, de ces instituteurs et institutrices qui témoignent pour le centre parisien des événements, disons, liés au judaïsme. Alors ça peut être des récits de fêtes, de mariages, etc., qui aujourd'hui sont très précieux puisque la plupart de ces communautés ont disparu. Mais ce qui vous intéresse, je crois, vous, généalogistes, dans cette masse d'informations, c'est donc un gisement énorme de noms de personnes. Donc nos archives sont truffées de listes de noms de toutes sortes et d'utilités variées pour l'administration de l'Alliance à l'époque. Ces listes peuvent contenir donc des noms d'enseignants et des personnels de la communauté éducative, des listes d'élèves inscrits, gratuits et payants, d'élèves sélectionnés pour participer au concours d'entrée à l'ENIO à Paris, d'apprentis pour les écoles professionnelles, de victimes de catastrophes qu'il s'agit d'aider et de secourir. Peut-être que là... Voilà, une autre, par exemple, là, dans le même dossier de Mogador en 1920, on a une répartition de la somme de 75 francs offerte par M. David Neuberger de New York aux parents des enfants pauvres de notre école. Vous voyez, 1920, la solidarité internationale juive autour de l'Alliance est bien présente. Et donc, là encore, vous avez une liste de noms. Donc, dans les outils de description des archives que nous avons développés depuis les années 60 et qu'on a continué à améliorer et donc qui sont maintenant informatisés dans une base de données qui est la base de données des archives de l'Alliance. Donc nous n'avons jamais été capables, faute de personnel, de citer tous les noms rencontrés. On l'a fait pour certains fonds qui n'étaient pas trop volumineux. Je citerai par exemple le fonds Salomon-Grimbach, qu'on a reçu il y a plus d'une dizaine d'années, qui concerne principalement des juifs allemands et autrichiens réfugiés en France qui ont été internés dans les camps du gouvernement français au moment de la drôle de guerre en 39-40. Et donc ces gens-là écrivaient au député Salomon Grimbach pour essayer d'être libérés de ces camps, et toutes ces correspondances, les réponses, ce qu'on appelait les commissions de criblage qui essayaient de faire sortir ces gens des camps français. On parle de camps français, de l'administration française avant l'arrivée des Allemands, sont là. Et donc là, on a fait l'effort de citer tous les noms. Donc par exemple, il y a une recherche qui peut être faite là, si vos ancêtres ont cette origine, par exemple. Mais bon, l'immense majorité donc, de ces noms n'étaient pas dépouillés, et c'est vraiment l'idée, disons, de la rencontre avec Philippe Danan qui permet aujourd'hui donc de retrouver des noms de familles juives d'origine très diverses, avec des informations, donc les noms, prénoms, mais parfois des dates de naissance, des professions, des adresses, etc. Et tout ça est évidemment très très précieux pour vous. Alors, bien sûr, l'Alliance ne se substitue en aucun cas aux archives de l'État, des municipalités, des départements. Et bien qu'on nous le demande souvent, je reçois des mails très régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, où quelqu'un me fait tout un historique de son ancêtre, dont il sait qu'il est passé par le Maroc en telle année, ou qu'il a été réfugié à Paris entre telle et telle année. Malheureusement, nous n'y pouvons mais. La seule population pour laquelle
nous pouvons assurer qu'on trouvera des informations, c'est le corps, évidemment limité, des enseignants de l'Alliance israélite universelle entre 1860 et 1940 et un peu après, surtout pour ceux qui ont enseigné au Maroc, pour lequel nous avons des dossiers, des correspondances. Mais pour tout le reste, évidemment, on ne pourra pas fournir. On nous demande des kotubot, on nous demande des certificats de décès, des choses comme ça. Bon, nous ne sommes pas du tout habilités et on n'a pas la possibilité de le faire. Par contre, dans nos archives, il arrive que des informations d'état civil apparaissent. Par exemple, les instituteurs et institutrices de l'Alliance ont le devoir de signaler et d'annoncer leur mariage au siège de l'Alliance à Paris. Donc, il n'est pas impossible. Je vais trouver une pièce là. Voilà. J'ai quand même, je ne sais pas si on a... J'ai encore combien de temps là? À peu près. On va dire 10 minutes. 10 minutes, voilà. Bon, je vais en lire une seulement. Une pièce. Pardon? Oui. Voilà. Donc une pièce, donc sortie des archives. Donc on est donc une Mademoiselle Bensoussan en novembre 1934. Sophie Bensoussan, donc est institutrice à l'école de filles de Mogador. Je ne sais pas pourquoi j'ai une fixation sur Mogador aujourd'hui, mais c'est comme ça. J'ai l'honneur de vous faire part, donc elle s'adresse au président de l'Alliance, de la naissance de ma fille le 26 juin 1934. Donc voilà, là vous avez une date de naissance qui peut vous intéresser. Je vous serais reconnaissant, et alors là on rentre dans les affaires internes de l'Alliance, de bien vouloir m'accorder l'indemnité de charge de famille habituelle, n'est-ce pas, quand il y a une naissance de la part d'une agente de l'Alliance, elle a une petite prime. Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc. Et alors la réponse, parce qu'on a aussi dans nos archives les réponses. Alors j'espère qu'il y a beaucoup de féministes dans la salle pour pouvoir être outrés, mais tout le monde peut être outré sans être féministe. Voilà la réponse. Madame, nous avons reçu votre lettre du 16 novembre. Une institutrice mariée à un non-instituteur n'a pas le droit à l'indemnité pour charge de famille. N'est-ce pas? C'est magnifique quand même. L'Alliance a bien changé, ne vous inquiétez pas. C'est à la gloire des instituteurs français. Voilà. Alors, mais ces instituteurs, alors ils étaient tous, très peu d'entre eux étaient français. C'est ça qui est formidable, c'est que ce corps d'instituteurs était recruté donc dans toutes les écoles. Ils venaient à Paris pendant 3 ou 4 ans et pour passer l'équivalent du brevet pour pouvoir enseigner. Ils apprenaient le français, la culture française, etc. Mais très peu d'entre eux étaient de nationalité française. Hein. Très très peu. Voilà. Donc voilà, juste un exemple de ce qu'on peut trouver dans les archives. Et puis on a, parmi nos ressources, on a des photos. Alors d'abord on a quand même donc, des livres, évidemment, dans une bibliothèque, des journaux, énormément de journaux qui sont eux aussi accessibles sur la bibliothèque numérique de l'Alliance. Donc il y a des journaux de beaucoup de provenance, français, mais aussi souvent d'Afrique du Nord, mais aussi d'Égypte, par exemple, pour la plupart en langue française. Donc je vous encourage à mettre les noms que vous recherchez dans la bibliothèque numérique de l'Alliance comme recherche. Et il n'est pas du tout impossible que vous tombiez sur le nom d'un de vos proches qui a été remarqué pour une raison ou pour une autre, qui a participé à une souscription, fait un don, je ne sais quoi. Donc c'est vraiment une ressource très intéressante. Et puis l'autre ressource, c'est les photos. Voilà, et il y a énormément, on a près de 10 000 photos aujourd'hui sur la base de données. Et donc beaucoup, parmi elles, des photos de classe, hein, bien sûr, parce que l'Alliance est une institution scolaire avant tout. Et donc il y a un jeu, je vous encourage, donc évidemment quand vous recherchez sur la bibliothèque numérique, vous pouvez chercher par lieu, par exemple. Et voilà, jouez à ça, regardez, et si jamais vous tombez sur quelqu'un que vous reconnaissez, vous pouvez nous le dire. Et nous, on intégrera les noms dans la base de données de la bibliothèque numérique et on enrichira comme ça collaborativement ensemble les connaissances. Donc voilà, une très jolie photo de l'école de Tunis en janvier 1887. J'ai choisi pour Sonia, puisqu'elle est avec nous. Voilà, une très jolie photo 1887. Hein, quand même, on est très 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 tôt.
Il a une photo plus récente qui vient du Maroc. Et donc, dans toutes ces très très belles illustrations, donc elles sont à votre disposition, et voilà, Fès, les années 51-52, et à chaque fois ça vous montre aussi l'évolution de ces communautés juives, alors on pourrait dire leur acculturation, leur modernisation, leur francisation pour beaucoup, mais ça parle infiniment. Donc je vais conclure, je pense qu'il est temps. Donc au terme de ce parcours, donc j'espère avoir pu vous éclairer sur les relations intimes donc, entre l'histoire, les archives et les généalogistes. Donc, il reste encore beaucoup à faire et malheureusement, je dois dire que les institutions juives ne se signalent pas particulièrement par leur enthousiasme à développer leurs archives et leurs centres de ressources documentaires. Si l'Alliance donne le ton depuis plus de 160 ans, le consistoire possède des archives indispensables pour les généalogistes, bien sûr, avec des preuves de mariage juif en particulier. Le mémorial de la Shoah, lui, est plutôt bien doté et propose l'essentiel des éléments permettant de retrouver un individu victime de la Shoah. Des fonds plus modestes, comme ceux de l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, ou du Kazib Kojazor, sont également précieux, hein, vous pouvez les interroger également. Et dans les archives publiques, donc la bonne volonté est le plus souvent manifeste pour répondre à des demandes concernant des familles juives, notamment, encore une fois, dans les départements de l'Est de la France, mais pas seulement, et je pense que certains d'entre vous pratiquent ce sport-là, d'écrire aux différentes archives locales et municipales, et quand ils ont des fonds d'intérêt juif, ils les révèlent très facilement. Mais il reste encore beaucoup à faire, bien sûr. Il faut inventorier des fonds encore aveugles, c'est-à-dire des masses de documents dont personne ne sait ce qu'ils contiennent, conserver en bon état des documents fragiles, exhumer dans les collections publiques des pans entiers de documentation auxquels personne n'a encore eu accès. Je dirais par exemple, il y a des documents en hébreu dans certains cas, et il n'y a aucun personnel dans ces établissements qui sont capables de les traiter. Et puis il faut donc numériser et mettre en ligne des milliers et des milliers de pages et d'images. On le comprend, le chantier donc est et reste gigantesque, et les moyens mis à disposition des professionnels des archives et des bibliothèques sont très réduits. Je plaide pour un aggiornamento du traitement des archives juives en France pour en faire une priorité à l'heure où les menaces sur la vie juive sont inquiétantes. On voit évidemment l'actualité brûlante. Les déclarations de nos dirigeants, les publications, par exemple, du remarquable volume Une histoire juive de la France, hein, qui est paru il y a quelques mois, tout ça, ça montre que la prise de conscience d'une présence juive longue, durable et importante sur les territoires français et dans la société française est en train d'émerger, ou en tout cas émerge de plus en plus. Un Premier ministre de la France a dit à un moment, un lendemain d'attentat, que sans les Juifs, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. N'est-ce pas? On a des déclarations, on a des centres d'intérêt, des manifestations d'intérêt, mais il faudrait que tout ça se traduise en réalité et en moyens pour que ces fonds documentaires puissent être préservés, développés et rendus plus accessibles. Mais c'est un véritable effort donc, financier et organisationnel qui est nécessaire pour espérer que dans les toutes prochaines années, les conditions de survie et d'efficacité des archives juives s'améliorent vraiment. Alors, je vais terminer en étant non pas un prédicateur, loin de là, mais quand même, je voudrais, chers amis du Cercle de généalogie juive, vous inviter tous, vous exhorter donc à vous rapprocher de la Bibliothèque de l'Alliance, vous rapprocher de la Commission française des archives juives et de sa revue Archives juives. Je fais le vœu que notre collaboration entre la Bibliothèque et les archives de l'Alliance et le Cercle se développe encore, qu'il y ait encore plus de volontaires pour venir extraire de nos archives toutes les informations qui y sont cachées. Et pour tout cela, et pour tous les combats que nous avons déjà menés ensemble sur tous ces sujets, et encore une fois avec le grand plaisir d'être parmi vous pour ces 40 ans, je vous remercie des efforts déjà faits et de ce que vous allez faire. Merci. Je vous remercie.
remercie Jean-Claude Kupperman, c'était extrêmement intéressant, extrêmement éclairant. Et je me fais aussi le porte-parole des vœux qui sont les vôtres, pour une collaboration, le terme ici, peut-être pas très bienvenu, on va dire plutôt d'une entraide pour faire évoluer. Et le temps presse, je ne sais pas si on a des temps pour les questions. A-t-on des temps? Pas vraiment. Donc Jean-Claude est très savant, mais aussi très gentil, l'un n'empêche pas l'autre. Et je pense que si vous lui écrivez, voilà, il vous répondra bien volontiers. Prenez note. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Pardon pour le mauvais jeu de mots qui est venu. Non, mais c'est...